Quand vous regardez une personne moyenne, elle a un travail, l'argent entre ici. Ils paient leur maison. Et l'argent va dans la poche d'une banque par le biais d'une hypothèque. Et aujourd'hui, ma femme et moi en possédons 6500. Et chaque mois, 6500 maisons me rapportent de l'argent. Mais tout cela vient de la dette. Donc nous avons la finance à 100% ici. Ce n'est que de la dette, et c'est une bonne dette. Et ce qui en fait une bonne dette, ce sont les deux mots les plus importants. Quand on vous dit de vous débarrasser de vos dettes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quand on dit se débarrasser de ses dettes, je pense aux emprunts par carte de crédit, aux prêts étudiants et à toutes les dettes négatives que vous utilisez pour vos achats et vos affaires personnelles. Et votre idée de la dette est-elle bonne ou mauvaise? J'ai une idée ou une connotation très négative à ce sujet. Et c'est parce que c'est ce qu'on nous a appris dans le système scolaire et le système éducatif traditionnel que la dette n'est pas bien. Mais parce que je travaille ici, que j'ai ces ressources et que j'ai assisté à vos séminaires, je comprends que la dette peut être puissante et qu'elle peut être utilisée d'une bonne manière et qu'elle peut vous rapporter de l'argent. Pour ceux qui nous écoutent, la dette est juste un mot à 4 lettres. Il y a beaucoup de gens dans ma position, des soi-disant gourous de la finance, qui disent qu'ils vivent sans aucune dette. Et il y a d'autres personnes qui disent de couper vos cartes de crédit. C'est un bon conseil pour certains types de personnes. Vous devriez définitivement couper vos cartes de crédit si vous savez que vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses, vous devriez couper. Mais je ne sais pas comment les gens vivent sans carte de crédit. Je ne sais pas comment vous pouvez vous enregistrer dans un hôtel, louer une voiture ou faire du shopping ou sortir dîner. Mais vous devriez couper vos cartes de crédit si vous êtes un accro du shopping. C'est un bon conseil. Et l'autre chose à propos des dettes, c'est qu'il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Ça sera la leçon d'aujourd'hui, les bonnes et les mauvaises dettes. Et si vous n'avez que des mauvaises dettes, et je classe les prêts étudiants parmi les mauvaises dettes. La raison principale est que c'est le pire type de dette possible. Vous voyez, si j'ai des problèmes de dette en tant qu'homme d'affaires, je peux déclarer faillite et je suis blanchi. Mais le problème avec les dettes étudiantes, c'est que vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez, elles restent accrochées à votre cou pour le reste de votre vie. Donc si vous êtes un étudiant, vous ne devriez pas vous endetter pour un prêt étudiant, à moins que vous ne soyez absolument sûr, à 100% d'obtenir votre diplôme. Vous voyez beaucoup de jeunes abandonner les études. Le problème avec les dettes étudiantes, c'est qu'il faut savoir ce que l'on va étudier. Vous savez, j'ai 2 amis. Ils sont tous les 2 médecins et ils sont sortis de l'école avec 500 000 $ de dettes étudiantes, mais ils les ont remboursées en 5 ans. Parce que les docteurs en médecine avaient des emplois bien payés, et ils ont retardé le fait d'avoir des familles et tout ça, et leur objectif était de payer pour devenir médecin. Mais je pense que tu as des amis qui n'ont aucune idée de ce pourquoi ils font des études. Vous savez, quand j'avais votre âge, comme je l'ai dit plus tôt, mes camarades de classe gagnaient 100 000 à 200 000 $ par an. Ce qui n'est pas beaucoup d'argent. Mais pour ma génération, si je gagnais 20 000, c'était beaucoup d'argent. C'est disproportionné quelque part. Nous étions les diplômés les mieux payés du monde, et mon salaire de départ était d'environ 47 000 $ par an. Mes camarades de classe gagnaient 3 fois plus que moi. Mais c'est un choix que nous devons faire. Je ne voulais pas vraiment faire ce qu'ils faisaient. Je devais adhérer à un syndicat. En tant qu'officier de navire, nous devions adhérer au MMP, Master, Maths et Pilote, ce qui signifiait que nous étions syndiqués. Et les gars du syndicat gagnent plus d'argent. Rien de personnel, mais je ne voulais pas être syndiqué. J'avais donc rejoint la Standard Oil de Californie en tant que responsable des expéditions, et je n'étais plus obligé d'adhérer au syndicat. Mais je ne gagnais que 47 000 $ par an. C'était la seule différence. Mais Standard Oil de Californie continuait de fonctionner, alors que beaucoup de ces emplois syndiqués ont disparu, parce que les salaires ont trop monté. Donc il y a toujours du bon et du mauvais, et c'est difficile à comprendre quand on est jeune. Mais je savais quand j'avais 22 ans, je me fichais qu'ils me payaient 100 000 par an. Je n'allais pas adhérer à un syndicat.
C'était juste par principe. Mon père, mon pauvre père était à la tête du syndicat des enseignants. Et d'après ce que j'ai vu, je ne voulais pas être professeur et je ne voulais pas être membre d'un syndicat. C'était une sorte d'exubérance juvénile. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est plus difficile parce que vous ne savez pas ce qu'est ce mystérieux travail bien payé. Et même les avocats d'aujourd'hui ont du mal parce qu'on n'a plus besoin d'autant d'avocats. Ce qui est une bonne chose. Et il y a l'intelligence artificielle qui remplace beaucoup d'emplois haut de gamme, comme les comptables par exemple. On n'a plus besoin d'autant de comptables parce que l'intelligence artificielle peut faire une grande partie du travail à leur place. C'est pourquoi, pour votre génération, la dette, les prêts étudiants, sont probablement l'une des choses les plus importantes que vous devez décider avant de vous y engager. Numéro 1, allez-vous obtenir votre diplôme? Et numéro 2, en quoi exactement allez-vous être diplômé? À mon avis, vous avez un chemin plus difficile à parcourir que le mien. Pour moi, c'était vraiment facile. Il y avait beaucoup d'emplois, l'économie était en plein essor. Et c'était plus facile. Donc vous devez être plus intelligent. En ce qui concerne le sujet de la dette, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Encore une fois, on en revient à la balance financière. Le revenu, la dépense, l'actif et le passif. La dette se situe ici. Et les gens disent, je vais acheter une maison. Et ils disent que ma maison est un actif. Ce n'est pas vrai. Votre maison est un passif. Que vous ayez ou non de la dette dessus, je m'en fiche, une maison est un passif. Tout comme une voiture. Une voiture est un passif. Et la raison en est que, comme nous en avons parlé plus tôt, les 6 mots qui sont les bases de l'éducation financière, revenus, dépenses, actifs, passifs. Et les 2 autres mots sont cash flow. Donc quand vous regardez une personne moyenne, elle a un travail, l'argent entre ici. Ils paient leur maison. Et l'argent va dans la poche d'une banque par le biais d'une hypothèque. Donc ce n'est pas un actif parce que l'argent sort de votre poche. Par conséquent, c'est un passif. Donc la définition d'un passif, c'est qu'il enlève de l'argent de votre poche. Et pour un actif, c'est qu'il met de l'argent dans votre poche. Donc quand j'ai une propriété à louer ici, ça met de l'argent dans ma poche. Si je vis dans la maison, c'est un passif parce que même si je n'ai aucune dette dessus, j'ai toujours les taxes, la dépréciation, les réparations et l'assurance, l'entretien, et tout ça. Quand je loue une propriété, j'ai fait un bon travail en l'achetant et en la structurant. Chaque mois, elle me rapporte de l'argent. J'ai commencé quand j'avais 25 ans. J'avais un petit appartement d'une chambre. Et il fait rentrer $25 dans ma poche. C'était un début. C'était donc une bonne dette. Cet appartement s'autofinance. Mais il met aussi $25 dans ma poche, donc net, je gagnais de l'argent avec ma petite maison. Et aujourd'hui, ma femme et moi en possédons 6500. Et chaque mois, 6500 maisons me rapportent de l'argent. Les gens qui y vivent adorent vivre là, et ils ont un bon endroit où vivre. Mais tout cela vient de la dette. Donc nous avons la finance à 100% ici. Ce n'est que de la dette, et c'est une bonne dette. Et ce qui en fait une bonne dette, ce sont les 2 mots les plus importants. Cash flow. Est-ce tout ça a du sens pour toi? Des commentaires là-dessus? De nombreuses personnes de mon âge pensent que la dette est horrible, et vous venez de nous montrer un parfait exemple de cash flow et comment la dette peut générer des revenus. Et beaucoup d'entrepreneurs utilisent cette formule pour gagner de l'argent au jour le jour. La plupart des gens ont des prêts étudiants, SL, et cette dette va de ce côté. Vous savez, ça ne met pas d'argent dans votre poche. Vous pouvez dire, j'ai un emploi. Sauf qu'il y a toujours vous qui travaillez pour l'argent. Moi, je ne travaille pas pour cet argent. Je fais ce coup une fois, je monte l'affaire, et chaque année, j'en ajoute de plus en plus, j'emprunte de l'argent ici. Il vient ici et va par là.
Donc la dette met de l'argent dans ma poche. Et la mauvaise dette enlève de l'argent de ma poche. Le problème est que, si vous voulez utiliser cela, vous devez être beaucoup plus intelligent que cette personne, ici. Vous devez être très, très intelligent. C'est pourquoi j'ai pris des cours d'immobilier quand j'avais 25 ans, et je n'ai jamais cessé de prendre des cours d'immobilier. Parce que si vous achetez un bien immobilier et que vous faites une erreur, cela devient un passif. Si le locataire quitte l'endroit, cela va ici aussi vite. Et l'argent coule de cette façon. Ça sort de ma poche. Donc ça n'a rien à voir avec l'immobilier, rien à voir avec la voiture, rien à voir avec le prêt étudiant. Cela a à voir avec ces deux mots. Donc une bonne dette est une dette quand j'emprunte pour ça et que ça met de l'argent dans ma poche. Si j'ai une voiture financée par des emprunts et que quelqu'un l'a louée pour moi en tant que chauffeur Uber ou autre, et que ça me rapporte de l'argent, ce serait un actif. Ma femme et moi avons un bateau. Et vous savez, la plupart des bateaux perdent de l'argent, mais le nôtre en génère parce qu'il est en location, et les gens le louent tout le temps. Donc que ce soit un bateau, un prêt étudiant, une maison, une voiture ou autre. Ça a à voir avec ces deux mots ici. Et donc la plupart du temps, vous avez eu des cours de comptabilité. Mais ils ne parlent pas beaucoup de cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont ils ne m'ont jamais parlé à l'université. Et pourquoi ça? Comme vous l'avez déjà dit, il y a des gens qui enseignent aux étudiants quelque chose qu'ils n'appliquent pas dans leur vie quotidienne, quelque chose qu'ils connaissent à peine, et qu'ils apprennent seulement à travers un manuel. Mais vous avez pris des cours de comptabilité, non? Oui, exactement. Je l'ai fait. Enfin, j'ai finalement mieux compris la deuxième fois, mais c'était parce que j'avais un vrai conseiller qui m'enseignait les véritables applications de la comptabilité, plutôt qu'un faux professeur. Et votre conseiller, Tom Wheelwright, m'a appris en 1 heure ce que j'aurais pu apprendre pendant tout le semestre avec ce professeur, qui n'était même pas comptable dans sa vraie vie. Une grande leçon pour vous est que cela n'a rien à voir avec la maison, la voiture, le prêt étudiant. Cela a à voir avec où va l'argent. Si l'argent rentre dans votre compte de recettes, dans votre poche, c'est un actif. C'est une bonne dette. Mais s'il retire de l'argent de votre poche, c'est une mauvaise dette. Des commentaires là-dessus? Eh bien, je pense que tout comme Trump, vous savez comment appliquer les règles de la dette. Et il s'appelle lui-même le roi de la dette. Si vous voulez réussir, que vous soyez employé ou entrepreneur, vous devez contrôler la direction de votre flux de trésorerie. Regardez la plupart des gens ici, nous en avons parlé plus tôt, ils obtiennent un emploi et l'argent sort ici. Il va au gouvernement, via les impôts. Trump ne fait pas ça. Je ne le fais pas légalement. La raison est que nous sommes des entrepreneurs, pas des employés. Les employés ont ça, pas les entrepreneurs. Autre chose? C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes millénials qui écoutent ça? Je dirais, n'ayez pas peur de la dette. Et si vous savez comment l'utiliser, utilisez-la. Une bonne dette met de l'argent dans votre poche. Une carte de crédit peut-elle être une bonne dette? Ça dépend dans quoi tu dépenses l'argent. Si vous le dépensez pour quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, comme un actif, alors c'est une bonne dette. Mais si vous le dépensez pour, disons, une veste Burberry que vous vouliez, alors ça ne l'est pas. Donc la bonne dette, c'est quoi? L'argent dans votre poche. La mauvaise dette quoi? De l'argent qui sort de votre poche. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir.